Coucou mes très chers amis, bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons lire le numéro 200 de Philosophie Magazine. Sachez, en préambule, que j'ai, en théorie, énormément de choses à faire cet après-midi. Mais, la journée est pas top. Donc je me suis dit, je vais la rendre cool avec une petite détente lecture. Pour tout vous avouer, ça fait en plus longtemps que j'ai pas lu, je crois que j'ai pas ouvert un bouquin depuis... Non, j'exagère en vrai, mais ça fait bien 2 semaines que j'ai pas lu, peut-être même 3. Et quand j'ai reçu Philosophie Magazine, je me suis dit ouais, je vais le faire. Et là, vous voyez, j'enregistre le 30 juin, donc tout va bien, je suis encore dans les temps. Mais voilà, donc journée pas terrible. J'avais en plus ce rendez-vous avec mon expert comptable, mais en fait j'avais rendez-vous demain. Donc je suis arrivé, j'ai fait hello, c'est moi. Et la dame de l'accueil m'a regardé en mode je crois que la dame que vous venez voir, elle est en déplacement. Vous êtes sûr que... Et j'étais sûr jusqu'à être devant la dame de l'accueil et me rendre compte que j'avais rendez-vous demain et pas aujourd'hui, quoi. Voilà, petit détour pour rien, on adore. Mais bon, c'est ça qui fait la vie. Et après, les autres trucs un peu challengeants, écoutez, on va les traverser tranquille et puis tout ira bien. Mais du coup, besoin d'un petit peu de détente avant de se replonger dans les milliards de trucs à faire. Par ordre chronologique, je pense que après m'être détendu, je vais probablement écrire un peu, enregistrer peut-être une vidéo YouTube un peu plus courte que j'aimerais bien explorer. Et après, il y a les matchs. Franchement, fan de la Coupe du Monde, moi, que voulez-vous plutôt ? J'adore. En plus, quand il y a des matchs intercontinentaux, tu vois, Norvège, Côte d'Ivoire, c'est trop stylé. On voit que ça qu'à la Coupe du Monde. Et puis après, France-Suède, bon, voilà. Ne prenons pas nos adversaires de haut. Les Allemands en ont payé le prix. Bref, cela étant dit, nous allons partir dans la lecture de Philosophie Magazine numéro 200. On change d'air. Ok. J'ai pas du tout ouvert le magazine. Je sais que c'était un numéro important, forcément, 200. On est quand même sensible au nombre arrondi. Et il y a plein de questions comme ça. Où est passé le plaisir ? Sommes-nous en avant-guerre ? Un autre monde est-il encore possible ? L'IA sera-t-elle notre animal de compagnie ? Pourquoi on ne regarde plus de la même manière les paysages ? Peut-on vivre sans croire ? L'océan est-il notre avenir ? Putain, il y a plein de questions incroyables. Premier degré, je pense que je pourrais vous parler là 45 minutes juste en lisant les questions et puis en blablatant moi. Vous commencez à me connaître. Mais nous allons pas faire ça, nous allons quand même lire un petit peu des pages. Je sais, le numéro, alors c'est peut-être un sentiment, mais il me paraît plus épais. Alors je suis peut-être fou, hein. J'avoue que je lis pas forcément... Putain, je vois des petits dessins et tout, j'ai trop hâte là. Oh là là, j'ai trop hâte. On va plonger dedans et puis let's go. Je vais commencer par l'édito d'Alexandre Lacroix. À chaque fois, il me met une petite claque, donc je suis très très content de commencer par là. Écoutez, dès que je vois quelque chose d'intéressant, je vous attrape et c'est parti, hein. Je crois que je vais mettre dans ma liste de rêves d'un jour avoir la chance d'échanger avec Alexandre Lacroix. Je trouve ça passionnant et ça du coup me donne envie de voir ce qu'il a pu faire d'autre par ailleurs. Mais il y a tellement... Déjà, rien que l'édito, il y a beaucoup de choses que j'aimerais dire. Il parle du fait qu'ils sont une équipe qui a commencé ensemble et pour la plupart ils sont restés ensemble tout du long sur les 20 ans d'aventure de Philosophie Magazine 2006-2026 et puis tous ceux qui sont rentrés sont en fait des stagiaires qui ensuite ont été formés et puis hop intégrés à l'équipe. Et il dit que finalement peut-être la clé de tout ça c'est qu'ils sont effectivement un foyer de contradiction au sens que ils sont pas toujours d'accord et pas sur tous les sujets. Et c'est en fait c'est trop drôle parce que c'est tellement ce que j'avais envie d'aborder moi dans la première trilogie là, de Carnoat. C'est vraiment ça qu'on ressent dans le tome 1, c'est l'enjeu du tome 2 et le tome 3 est justement de ok, une fois qu'on a compris que la contradiction était importante, qu'est-ce qu'on en fait ? C'est un sujet qui me passionne, la différence, l'opposition. Pour quelle raison on est tellement fasciné par ça, notamment en France où il y a cette espèce de truc de contradiction où être d'accord avec quelqu'un avec qui t'es pas censé être d'accord et genre un espèce d'affront horrible quoi. Bref, c'était déjà un sujet que j'ai abordé dans la lecture du magazine d'avant. Mais je sais pas pourquoi, ça me paraît toujours important de le soulever. Si dans les questions, il y a toujours les réponses, ça n'a aucun sens. Si on est tous d'accord, il n'y a plus rien à de sens. Et moi, ça me renvoie toujours à cette phrase de Frantz Fanon qui disait
quand on dit du mal des juifs, tendez l'oreille, on parle... Non, oui, c'est ça, tendez l'oreille, on parle de vous. Et c'est tellement vrai. Quand tu chasses une différence, à la fin, tu te retrouves avec un groupe homogène en apparence. Mais une fois que ce groupe vit, t'identifies de nouvelles différences. Et le combat de la différence est un combat que tu peux passer toute ta vie à mener. Et ça n'a pas de sens, en fait. Et c'est pour ça que les différences, à mon sens, sont quelque chose à célébrer. C'est magnifique, la différence. C'est magnifique de ne pas être d'accord avec quelqu'un. C'est magnifique de pouvoir débattre. Voilà. Bref. Et c'est toujours intéressant. Pourquoi je raconte encore ça et que je parle de mon livre pour faire ma pub, évidemment, clin d'œil. Mais au-delà de ça, c'est... Vous voyez, là, j'ouvre le magazine. J'ai pas d'attente particulière. Mais je peux pas m'empêcher de me poser la question, ok, si aujourd'hui, ça t'est pris comme une envie de pisser de te poser devant le magazine, c'est qu'il y a quelque chose que tu dois lire dans ce magazine et sur lequel tu as besoin de t'interroger. Et donc, à chaque fois que je lis un texte, je me dis, ok, pour quelle raison j'avais besoin de le lire aujourd'hui ? Et là, quelque part, vous voyez, ça donne encore plus de corps à l'intention première de ma trilogie. Et moi qui suis dans la fin d'écriture du premier jet du tome 3, c'est le moment où justement cette intention, tu dois encore t'en saisir et la garder bien accrochée jusqu'au bout, tu vois. Et c'est vraiment l'enjeu que j'ai aujourd'hui, c'est ok, dans ce monde où finalement, ils ont compris que les différences devaient être au centre de quelque chose, mais comment on construit un monde autour de ça ? Et je trouve ça très intéressant. C'est une question à laquelle j'essaie à ma humble échelle de répondre, mais je trouve ça passionnant. Et donc voilà, merci Alexandre de me replonger direct là-dedans. En plus, il y a toujours une petite citation d'un aphorisme de Nietzsche. Je suis toujours aussi fan des aphorismes, mais ça vous savez pourquoi. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre qui m'a marqué ? Oui, alors ça par contre, nous sommes aussi livrés à un exercice délicat qui consiste à choisir un livre qui a marqué les esprits pour chaque année. Ça, c'est un exercice de dingue, c'est incroyable. Ça me donne envie de le faire aussi, cet exercice-là. Et de dire, ok, mais pour quelle raison il m'a marqué ? Qu'est-ce qui fait que ce livre, cette année-là, il était tellement important pour moi ? Et c'est pour ça que à chaque fois, moi, je suis étonné, tu vois, t'as des gens qui te demandent, ok, quel livre tu me conseillerais pour X ou Y ? Et tu peux tendre n'importe quel livre, mais il résonnera jamais de la même manière chez quelqu'un. Il y a des livres qui m'ont extrêmement marqué, qui sont dans mon dos là, qui peut-être vous irritent ou sont des livres que vous aimez pas. D'ailleurs, j'ai aussi des livres que j'apprécie pas forcément derrière, tu vois. Et c'est génial de voir l'effet que ça a. Et d'ailleurs, des livres que j'apprécie pas, tu peux les lire 5 ans après et te dire mais attends, mais merde, mais pourquoi je l'appréciais pas ? Ça me fait ça aussi avec la musique. Vous savez quoi ? Ça me fait ça, je vous le partage tant qu'on est là, c'est go partage. Ça me fait ça avec la musique aussi. Il y a des musiques, je les écoute et je suis là genre non, c'est pas pour moi, j'aime pas ça, tu vois. Et je les réécoute genre peut-être, je sais pas, 2 ans après et là je prends une méga claque. Bah moi ça me fait ça pour une des musiques que j'écoute le plus tout le temps, Butterfly Effect de Travis Scott. Et je me rappelle que j'étais en Suède quand je faisais mon double diplôme d'ingé là-bas, un moment en rentrant chez moi, il y avait le métro, enfin l'équivalent du RER suédois, de Stockholm plutôt. Et puis après, j'avais genre 15 minutes de marche. J'habitais à Flemingsberg, pour ceux qui connaissent. Et là, j'écoute Butterfly Effect et je me dis, attends, mais cette musique est dingue, elle est incroyable. Et je vais voir le clip et là, je vois que le clip, je l'avais déjà vu. Et je me dis, attends, je l'ai déjà écouté et j'ai un espèce de flashback et je me revois l'écouter et faire, ah non, pas ouf. Et le pas ouf, c'était il n'y a pas tellement longtemps avant, c'était peut-être même pas 1 an avant, parce que c'était quand j'étais aux États-Unis. Évidemment, quand j'ai atterri aux États-Unis en stage de 2e année, tu t'imprègnes de tout ce qu'il y a, tu vois. C'était en plus à l'époque où Kendrick Lamar sort son album Dame, je crois, qui s'appelle. Enfin bref, celui où il y a notamment Humble. C'est une époque, il y a Drake en plus qui est quasiment au pic de sa forme. C'est une époque où le rap US a beaucoup de place. Et donc j'écoute un peu de tout et ce Butterfly Effect me marque pas, quoi. Et je l'ai pris, voilà, plus d'1 an après et des années après, des chansons que j'écoutais à cette époque-là, genre Humble, je l'écoute plus du tout puisqu'elle me parle moins, mais Butterfly Effect, elle est restée. Et donc
Ne restons pas trop accrochés à nos premières sensations parfois. Autorisons-nous à réexplorer des choses qu'on a pu déjà avoir explorées. Et quelque part, ok, si ce truc me réapparaît aujourd'hui, pour quelle raison, tu vois? Peut-être qu'il y a un niveau de compréhension et un niveau de conscience qui fait que t'es plus à même d'apprécier quelque chose ou d'en tirer des conclusions qui sont intéressantes. Enfin bref, voilà. Bah écoutez, ça commence bien, là. Je suis en forme là, ça fait je sais pas combien de temps ça fait que ça filme, mais je parle, hein. Il y a plus de 10 minutes, ouais, génial. Allez, j'espère que vous amusez bien, on est à la première page. À dans 3 heures. Je suis toujours estomaqué par les écrits de Charles Pépin. Je suis désolé, je vais en parler à chaque épisode, mais en même temps, il écrit à chaque passage. Je vous lis le début parce que il répond à la question 20 ans, est-ce le plus bel âge de la vie ? Cher Paul, je vais vous répondre, peut-être un peu brutalement. L'idée qu'il y a un âge qui serait le plus bel âge de la vie me semble n'avoir aucun sens. À chaque moment de notre vie, il nous faut trouver la meilleure façon de vivre avec l'âge que nous avons. Aucun âge n'est plus beau que les autres. Tout dépend de ce que nous en faisons, des ressources que nous trouvons pour nous ajuster au temps qui passe, pour inventer la manière d'être la plus adaptée à la période de notre existence que nous traversons. C'est tellement l'incarnation de ce que je prêche en coaching que ça me touche énormément. Putain, ouais, c'est fou. C'est fou parce que il y a beaucoup de gens, tu vois, qui se disent c'est trop tard pour que j'écrive. Bon, trop tard pour qui, trop tard pour quoi, c'est exactement ça. Et il y en a qui disent oui, mais c'est trop tôt pour que j'écrive. Faut que je vive plus. Et quelque part, c'est ça qui est fascinant, c'est que ça nous renvoie toujours à cette espèce de théorie du moment parfait. Et c'est je trouve ça très amusant à quel point, à un moment, on a un espèce de déclic en se rendant compte que le seul moment qui compte vraiment, c'est celui qu'on est en train de vivre. Et quelque part, ok, mais qu'est-ce que t'as envie de faire là, maintenant, tout de suite, quoi ? C'est fou, c'est fou. Donc ouais, là, je ne veux rien dire. Et c'est vrai que d'un point de vue totalement personnel, en fait, la vingtaine était géniale, j'ai adoré ça, mais c'était... Maintenant, je le regarde avec un œil tendre, j'y retournerai pas, je pense. Tu vois, les soirées, les amis, les étés, où tu fais rien d'autre que d'être là, tu vois. C'est des trucs, ça a tellement nourri mon cœur, ça a tellement nourri ma créativité, ça a tellement nourri mes relations humaines que pour rien au monde, je changerais quelque chose. Maintenant, aujourd'hui, avec la vision de, ok, mais en fait, j'ai envie que le plus de gens possible accomplissent leurs rêves, et je vais commencer par ce que je maîtrise le plus, à savoir l'écriture. Donc j'ai envie que le plus de gens réalisent qu'ils ont ce qu'il faut pour écrire un livre. En fait, je me sens vraiment comme investi d'une mission et je pourrais plus passer un été à rien faire, tu vois. Même le concept de vacances, pour moi, il est très lointain parce qu'en fait, j'ai l'impression d'être en vacances quasiment tous les jours. J'aime trop ce que je fais. Et je me souhaite de pouvoir vivre ça le plus longtemps possible. Et je ferai tout en sorte pour vivre ça le plus longtemps possible. Pour aider le plus de gens, accompagner le plus de gens, voir le plus de livres s'écrire. Et les miens y compris. Donc ouais. Et ça, je l'ai vécu depuis mes 30 ans, en fait. Donc peut-être que c'était la bascule que j'attendais. Voilà, ça me fait toujours sourire de penser à l'âge parce que à l'époque, à une amie... je devais avoir peut-être 25, je sais plus, 25, 26, je sais plus exactement. Je me rappelle lui dire non, mais de toute façon, c'est hors de question que je sois encore ingénieur à 40 ans. Et en même temps, je disais ça, mais avec une vision tellement floue. J'avais aucune idée de ce que je pourrais faire d'autre. Mais je l'avais dit, quoi. Et ça m'a marqué. Et aujourd'hui, je me dis, putain, finalement, je peux le dire, à 30 ans, j'étais plus ingénieur, quoi. Bon, je dis j'étais plus ingénieur, mais ça, c'est une construction par opposition un peu court-termiste. Je suis très content d'avoir un diplôme d'ingénieur et je suis très content de tout ce que ça m'a apporté et de tout ce que ça m'apporte quotidiennement. Cette rigueur d'ingénieur, notamment dans l'écriture d'un livre et notamment dans les accompagnements. Parce qu'au-delà de la partie humaine, au-delà de la partie créative, la partie rationnelle, c'est ça aussi dont les gens ont besoin parfois. Un peu un mix des trois, bien évidemment. Bref, on va partir sur le premier vrai article. C'est absolument passionnant, les petites capsules qu'ils ont fait par année là, sur les sujets qu'ils ont pu traiter. Et ce qui me marque, alors je suis là pour l'instant, je suis à 2011 avec la catastrophe de Fukushima, qui, vous vous doutez bien, avec mon passé d'ingénieur nucléaire, me parle tout à fait. Ce qui me marque, c'est à quel point
en fait, les enjeux d'hier sont déjà les enjeux d'aujourd'hui, quoi. 2006, la question c'était un autre monde est-il possible ? Bah, aujourd'hui, 2026, en fait, on se pose encore la question. Et m'est avis qu'on n'aura en fait jamais vraiment de réponse à ça, quoi. Puis 2007, je vois un débat Sarkozy-Onfray, personnage dont on entend encore parler aujourd'hui. Je vois 2008, un avis de René Girard sur les extrêmes et voilà, sa phrase « Nous sommes arrivés à un stade où le milieu humain est menacé par la puissance même de l'homme. Il s'agit avant tout de la menace écologique, des armes et des manipulations biologiques. » Bon, bah, looks like it's accurate, bro. C'est fou. Et puis après 2010, Wikileaks, et c'est fou parce que je me rappelais pas que c'était aussi vieux. Ça fait 16 ans. Et pourtant, c'est dans ma tête, j'ai l'impression que c'était hier, quoi. Et là, pour le coup, j'aime beaucoup son postulat vis-à-vis de la transparence, où il dit quant à la transparence, je vous le lis en entier parce que je trouve ça passionnant. Quant à la transparence, je ne l'investis pas d'une valeur axiomatique. Au risque de vous surprendre et contrairement à ce que l'on a pu prétendre, je ne suis pas un grand fan de la transparence. Je crois plutôt que l'histoire montre qu'en se transmettant des informations vraies sur leur environnement, les hommes se donnent les moyens de prendre les bonnes décisions pour agir sur cet environnement. C'est là une philosophie bien sommaire. Et effectivement, c'est très philosophique comme avis. C'est une posture, c'est vraiment un système de valeurs. C'est là une philosophie bien sommaire, mais je suis convaincu de sa vérité. Le seul argument valable contre un tel axiome que je suis capable d'entrevoir, c'est celui des ennemis de la civilisation. Vous pouvez en effet objecter que plus nous avons un stock important d'informations, plus nous créons des structures et des interactions complexes, donc plus nous éloignons de notre élan naturel, de notre état naturel, pardon. Cet argument anti-civilisation est peut-être valable, cependant, si l'on n'y souscrit pas, on arrive à la conclusion que le comportement civilisé qui produira le moins de souffrance est celui qui sera le mieux informé. Et bon, moi ça rejoint un postulat, je pense qu'en fait la vérité résout énormément de problèmes. Quand tu dis la vérité, bizarrement, il y a énormément de choses qui se résolvent toutes seules en fait. Alors, elles se résolvent toutes seules, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des émotions désagréables ou parfois inconfortables. Oui, la vérité peut rendre triste, peut faire peur, peut mettre en colère, mais c'est quoi le but ? De jamais ressentir ce genre de choses ? Ça n'a pas de sens. Et puis, il y a un autre truc aussi avec la vérité, et ça j'en ai déjà parlé, je crois, mais je sais plus dans quel épisode de podcast, mais il y a un truc avec la vérité qui, moi, me chiffonne encore beaucoup aujourd'hui. C'est-à-dire que quand tu n'oses pas dire la vérité à quelqu'un, c'est pourquoi ? Pour le protéger ou pour te protéger toi ? Et c'est deux choses totalement différentes. Et c'est important d'aller mettre un niveau de conscience et d'être vraiment au clair. Et m'est avis que dans la plupart des cas, la vérité n'est pas dite parce qu'elle est inconfortable pour celui qui doit la donner. Il n'a pas envie de se retrouver confronté à peur, tristesse, colère ou à son propre échec ou à ses propres erreurs, etc. etc. Mais ça, excusez-moi du terme, c'est une posture à la fois égoïste, complètement irresponsable et carrément manipulatoire en fait presque. Et c'est terrible, c'est vraiment terrible. Enfin bon, moi je partage son avis là en l'occurrence. Je trouve que la vérité et donc l'accès à l'information est peut-être le point crucial. Et encore une fois, l'accès à l'information, genre quelque part brute, ou en tout cas qui sous-entend pas que tout ce que tu pourrais penser peut être faux. C'est mal dit ce que je veux dire. Mais ce qui est intéressant, c'est de laisser la place aux gens qui entendent d'en faire leur tambouille. Il n'y a rien de pire que... Enfin, en tout cas, j'exagère, mais un article à charge sur quelque chose... j'ai parlé de Fukushima avant, donc le nucléaire, par exemple. Bon, vous aimez pas, bon, voilà. J'ai travaillé quasiment 8 ans là-dedans. Il y a énormément d'articles de presse qui m'ont extrêmement piqué parce qu'ils étaient au-delà de pas factuels, ils étaient carrément orientés. Et avec un article orienté, bien évidemment que tu obtiens un résultat qui est biaisé et bien évidemment que tu transmets quelque chose qui est une espèce de vérité détournée. Et c'est valable dans tous les sujets. Donc à mon sens, c'est important de... Il ne s'agit pas de ne pas y mettre d'une autre, ou pas y mettre du cœur, ou pas y mettre d'argumentaire, ou de ne pas y mettre d'idées, etc. Il ne s'agit pas de ça. Mais quelque part, parfois, laisser la place au lecteur de se faire son propre avis, et je trouve ça presque plus beau.
c'est en plus très responsabilisant. Mais bon, ça c'est un avis que je porte. Et vous voyez, c'est pas encore très clair dans ma tête. C'est-à-dire que j'ai conscience de ça, mais j'ai pas encore réussi à bien argumenter sur l'équilibre de l'ensemble. Parce que l'idée, c'est pas que tous les textes ne disent rien. C'est au contraire hyper intéressant d'avoir des textes qui véhiculent une idée et donc qui de facto sont porteuses pas de l'opposé de l'idée. Donc, est-ce que c'est si mal que ça d'avoir des articles à charge sur le nucléaire, par exemple ? Probablement pas, parce que ça met en lumière aussi des vrais enjeux. Je sais pas, l'enjeu des déchets, l'enjeu de la souveraineté énergétique, l'enjeu de la sûreté. Moi, je bossais en sûreté. Bon, on était les mecs casse-couilles, en fait, hein, parce que c'est à cause de nous que ça coûte des milliards. S'il n'y avait pas la sûreté, ça coûterait bien moins cher, et voilà. Sauf que la sûreté, elle permet plein de choses. Par exemple, comme c'est expliqué là en 2011, Fukushima, vous imaginez pas le nombre de choses qui ont changé en sûreté nucléaire après l'accident de Fukushima, alors qu'on n'était pas un pays de séisme, hein. Mais maintenant on se tape des études de séisme pas possibles et ça coûte... Bref, je pourrais en parler longtemps, mais bon, vous n'êtes pas là pour écouter un Rex de mon aventure d'ingénieur en sûreté nucléaire. Cela étant dit, je suis assez marqué par le partage qu'ils font là sur cet événement-là, et notamment donc à l'époque, ils contactent du coup des gens au Japon qui ont une réaction qui est wow, tu vois, c'est impressionnant. Que pouvons-nous y faire ? Pouvons-nous échapper à un tel désastre ? Personnellement, je ne pense pas que nous puissions prédire exactement les phénomènes naturels. Bon, ça renvoie au Cygne noir et à Nassim Nicolas Taleb, qui est cité d'ailleurs après. Il y a deux attitudes possibles face à un risque important. Nous pouvons tenter de lui échapper, ou bien nous pouvons nous y confronter. Autrement dit, nous organiser pour surmonter le désastre lorsqu'il se sera produit. Et c'est dur le lâcher prise sur ce genre de sujet, tu vois. Où est l'équilibre dans tout ça, tu vois ? Et là, ça titille mon côté ingénieur rationnel. Ne pas prévoir les risques, vraiment, je sais pas, c'est difficile tous ces sujets-là. Et ce qui est assez fascinant là-dedans, c'est de voir les différences qu'il y a entre les morceaux de civilisation. Tu vas au Japon, tu vas en France, tu vas aux États-Unis, tu vas n'importe où ailleurs, la vision n'est pas la même. Donc ça veut dire que la réflexion philosophique derrière n'est pas la même. Donc ça veut dire que le système de valeurs derrière n'est pas le même. C'est génial. Et c'est là que tu trouves la granulométrie du truc, c'est qu'il y a autant de systèmes de valeurs et de philosophies que de personnes sur Terre. C'est incroyable. T'imagines à quel point on peut toujours être curieux, quoi. Tu rencontres quelqu'un dans la rue, tu sais qu'il a un fonctionnement différent, il a quelque chose à t'apprendre, c'est génial. Le champ des possibles, à mon sens, ça rejoint tout ce que je disais avant, mais le champ des possibles est justement autant ouvert et aussi grand parce que chacun est unique et chacun a son système de valeurs et sa manière de philosopher. Passionnant. Et bon, je vous lis la petite citation de Nassim Nicolas Taleb que j'aime beaucoup parce que je le trouve toujours un petit peu piquant, mais je l'adore. Depuis près de 20 ans, je m'évertue à expliquer à des financiers obtus et à qui veut bien m'entendre qu'il faut s'abstenir d'utiliser la notion de faible probabilité dans quelque domaine que ce soit. La science est incapable de les gérer. Les invoquer pour rassurer l'opinion publique relève d'un comportement irresponsable, à moins que l'on ait affaire à des systèmes naturels qui perdurent depuis 3 milliards d'années, et non à des systèmes créés par l'homme où les probabilités sont purement théoriques. Pour le nucléaire, les données avérées remontent à une 60aine d'années. Ouais. Ouais. Et puis alors là, les études probabilistes en nucléaire, je vous raconte pas. C'est d'ailleurs, voilà, je vous fais un petit partage, c'est d'ailleurs un des grands enjeux qu'il y a eu à Flamanville, parce qu'il y avait globalement un argument qui était l'impossibilité physique de rupture de quelque chose, quoi. Bon, je vous le fais en simplifié, je suis même pas sûr que ce soit exactement ça, mais globalement, la manière de réfléchir derrière, c'était ok, on va prouver que ce truc, c'est impossible que ça arrive. Donc probabilité nulle. Mais ça, c'est super dur. Alors c'est pour ça que maintenant on fait de manière probabiliste, le truc va arriver à 10-8 par an ou j'en sais rien, tu vois. Donc des probabilités très faibles. Et ça, c'est beaucoup plus facile à démontrer qu'une impossibilité physique. Et parce que le risque zéro existe jamais. Donc c'est là qu'il y a des vrais sujets d'enjeu de sûreté confrontés à la réalité financière des projets, confrontés à la réalité calendaire des projets, et c'est assez passionnant en vrai de vrai, c'est assez passionnant. Bref, je continue ma lecture.
2016, il parle des théories du complot. Ça me fait toujours rire. Moi, il y a une question que j'aime bien poser aux gens. Je sais pas si je l'ai déjà partagée quelque part, mais c'est parmi toutes les théories du complot, quelle est celle que vous pensez la plus probable? Tu vois, je trouve ça trop drôle parce que du coup, ça, voilà, c'est toujours intéressant. Ça lance des petites discussions sympas quand t'es autour d'un apéro à 18h30, quoi. Ça m'a fait penser à quelque chose. Là, le petit extrait le coup du doute de principe là sur les théories du complot. Il y a cette question de quelque part quel est le coût, ce coût qu'on nomme épistémique est en comparaison des bénéfices escomptés totalement excessif pour les théories du complot. Supposons ainsi que l'homme n'ait jamais marché sur la Lune, que l'alunissage ait été en réalité filmé à Hollywood. Quelle quantité de mensonges, de dissimulation aura-t-elle été requise pour diffuser et maintenir un tel secret? C'est intéressant, ça c'est beaucoup de choses à dire sur ça. Parce que là, et au-dessus, il y a la question aussi de si je devais accepter la méfiance systématique envers les journaux, chercheurs, médias, qu'adviendrait-il? Je ne pourrais au fond me fier à aucune de mes croyances. C'est assez passionnant parce que ça rejoint ce que je disais déjà un peu tout à l'heure, et ça rejoint le partage d'Assange sur le niveau d'information. Déjà, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est l'intention. C'est ça que j'aurais peut-être dû commencer par là tout à l'heure. Mais l'intention qu'a la personne qui veut transmettre le message. Et après, il y a un côté responsabilité des deux côtés. C'est-à-dire que t'es responsable de ce que tu dis, t'es pas responsable de ce que les gens entendent. Ok, très bien. En fait, je suis pas sûr que accepter la méfiance systématique soit vraiment négative. Mais alors peut-être que c'est le mot de méfiance qui me touche moi. Pourquoi elle me dérange cette phrase? Parce qu'en fait, j'aime pas trop partir du principe que tout ce que je peux entendre ou lire ou voir est vrai, peut-être. Parce que comme je disais, par exemple les exemples sur le nucléaire, en étant moi très pointu sur le sujet, je voyais bien qu'il y avait des trucs qui étaient factuellement faux dans ce que je pouvais lire. Donc quelque part, ça m'a fait développer une méfiance pour les organismes généraux, et quelque part, j'ai un peu fait de cette occurrence une règle qui peut être débattue. Donc il faut presque que je mette de la méfiance sur ma propre méfiance. Et en même temps, c'est tellement plus simple de faire confiance. Bon voilà, là on tombe, c'est ça, c'est le mot qui me manquait là. C'est aussi la confiance. En fait, c'est la confiance qui est importante. C'est vraiment ça. C'est l'inverse de la méfiance peut-être. Et vous voyez là, je suis en process dans ma tête là. Parce que finalement, si je reprends cet exemple du journal qui dit une connerie sur le nucléaire, finalement ça touche la confiance que j'ai en ce magazine ou en ce journal, je sais plus qui c'était d'ailleurs. Ça touche cette confiance et donc j'ai du mal à refaire confiance. Ok. En vrai, c'est vrai dans plein de domaines. C'est vrai dans le domaine du couple, c'est vrai dans l'accompagnement aussi. La confiance est vraiment la clé d'un processus. J'ai pas à démêler ça encore. Je pense que faire confiance, c'est important. Je pense que être au clair sur les intentions qu'on a quand on transmet un message, c'est important. Je pense que quand on a un doute sur la réception du message, c'est important de pouvoir questionner, s'autoriser la question pour justement aller challenger à la fois ses intentions et savoir s'il peut y avoir de la confiance derrière. Donc ça demande à s'autoriser aussi, comme je disais tout à l'heure, le passage des émotions qui peuvent être inconfortables, colère, peur, tristesse. Ok, ouais, c'est pas mal déjà comme début, comme réflexion. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Dites-moi ce que vous en pensez. Ça va cogiter dans ma tête, ça. Et après, c'est marrant, mais la quantité de mensonges requises pour diffuser et maintenir un tel secret, en fait, je sais pas, moi, parfois, j'ai l'impression que c'est pas si... Je pense pas qu'il y ait des gens dans une pièce un jour qui se soit dit ok, on va tout faire pour maintenir tel ou tel secret, quelque part de manière un peu aléatoire et systémique, et parce que chacun a des enjeux personnels avec ce secret-là, quelque part assez naturellement ça se maintient. C'est très branque-ballant parce que dès qu'il y a un maillon qui saute, quelque part tout saute, mais je sais pas si c'est vraiment impossible, je sais pas si c'est un argument recevable de dire oui, mais imagine tout ce qui aurait dû être mis en place pour que ce secret reste un secret. En fait, ça passe peut-être juste par une espèce de synchronicité des ambitions, des enjeux de chacun à un instant T, et qui fait que du coup personne ne dit rien. Bon, j'imagine ça. En même temps, j'ai plutôt tendance à penser que tous les secrets se savent à un moment ou à un autre. Donc laquelle de mes croyances est fausse, ou en tout cas
peut-être challenger? C'est une très bonne question. Tout ça pour dire que les aliens existent en gros. Bref, moi je pense que c'est celle-là. Mais ça c'est, je sais même pas si c'est une théorie du complot parce que, oulala, le complotiste. Il y a vraiment qu'un complotiste pour dire ça. Non, blague à part. Quand je pense à l'infinité qu'est l'univers, je me dis, statistiquement, c'est quasiment hautement improbable qu'il n'y ait pas une autre espèce vivante quelque part. Alors, définition vivante, je l'entends, mais qui se cache quelque part. Voilà. Donc, avec cette notion d'infinité et la quasi-certitude que c'est impossible de dire que c'est impossible, j'aurais tendance à dire qu'il y a beaucoup plus de chances que les aliens existent qu'ils n'existent pas. D'ailleurs, ça me fait penser à un des bouquins qui est derrière, là, la trilogie de Liu Cixin, Le problème à trois corps, où il y a cette magnifique notion du théorème de la forêt sombre qui explique pour quelle raison on n'a pas trouvé des aliens. Et j'adore ça. Bon, je vous laisserai aller découvrir ce livre parce que je ne veux pas vous spoiler, mais c'est très 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 intéressant. Putain, ça parle de Game of Thrones, là, 2019. Putain, Game of Thrones, comment c'était une claque. Ah là là, c'était incroyable. C'était vraiment incroyable cette série. Je sais plus à quelle saison c'est vraiment. Moi j'ai pris le train saison 3 je crois. J'ai pris le train saison 3. Et après là ça a été le train jusqu'au bout. C'était incroyable putain. C'est marrant parce que ça fait tout de suite penser aux créations de personnages. Parce que c'est quand même un des très gros points forts de Game of Thrones. C'est qu'il y a vraiment des personnages de fous et ils ont tous leurs différences, tous leurs enjeux, tous leurs noirceurs. Et elle est très bien illustrée. Et ça me fait penser à... Il y a toujours sur mon site, là vous pouvez trouver, j'ai mis pas mal de web apps qui sont des outils de coaching que je peux utiliser, le blason, la grille d'identité, la roue des permissions, le cadran d'Hoffman, bref. Tout ça c'est des grilles de lecture en coaching, c'est très intéressant, ok. Mais en fait ce que j'ai remarqué c'est que c'est des outils hyper intéressants pour construire des personnages. Il n'y a rien de mieux qu'un cadran d'Hoffman pour ajouter une part d'ombre à son personnage. Pareil pour une roue des permissions pour savoir ok quels vont être les trous de son personnage et tout le reste en fait. C'est impressionnant comme c'est hyper utile. Du coup en fait j'ai pris pour habitude maintenant quand je construis mes personnages de m'interroger avec ces outils là. Je conseille d'ailleurs beaucoup les auteurs aussi de le faire. Pardon pour le bâillement mais vous savez quoi, je suis quand même déjà étonné de pas m'être endormi face caméra. Ouais c'est des super outils. C'est des super outils à utiliser. Donc je vous conseille de les explorer pour construire vos personnages. Et Game of Thrones, quelle époque. Je me demande si on revivra, probablement, hein. Le passé ne présage pas du futur, bien évidemment, mais on l'a retrouvé un petit peu avec House of the Dragon, parce qu'il y a quand même des dragons, quoi, c'est incroyable. Il y a des dragons en plus. Je sais pas, peut-être un jour il y aura une nouvelle série, mais bon, la nostalgie a l'air d'avoir une sacrée emprise quand même sur les productions en ce moment. Quoique, en vérité. Moi, j'avoue que je regarde assez peu de choses. Vous voyez, là, je suis en train de me dire, il y a House of the Dragon saison 3 qui sort. Bon, bah, je vais peut-être quand même me trouver un petit peu de moment pour pouvoir regarder ça. Mais j'ai plus d'abonnement à rien du tout. Donc, peut-être que je vais prendre deuxième bâillement. Je vais quand même me prendre l'abonnement HBO Max pendant un mois pour pouvoir regarder cette série parce que j'ai envie de voir des dragons en fait. J'adore trop les dragons. Là, il y a le moment du Covid et c'est marrant parce que j'ai vu le mot Covid apparaître. Je me suis dit putain, ça me fait penser à un épisode de podcast que j'avais entendu de André Comte-Sponville et il est cité là juste avant. Et en fait, ça m'avait marqué parce que je me rappelle que il avait mis le doigt sur encore une fois une question philosophique et où il n'y a pas de bonne réponse si ce n'est celle qu'on porte en nous quoi. Mais de se dire en fait toutes les mesures liberticides et le confinement ont été prises pour protéger notamment les personnes à risque au détriment de celles qui ne l'étaient pas. Et le parallèle qui était fait, c'était de dire bon bah pour sauver nos vieilles personnes, on a en quelque sorte détruit certaines années de nos jeunes personnes. Et quand vous voyez l'impact que ça a eu sur les jeunes de tout faire à distance, de pas pouvoir vivre leur jeunesse et leur adolescence, bah voilà, la question mérite d'être posée quelque part. Et je me rappelle qu'à l'époque, quand j'entends Sponville dire ça, ça me fait vraiment un truc, je me dis wow, putain c'est fou, j'y avais pas pensé quoi. Et là effectivement tu vois il y a un débat entre lui et Francis Wolff où Wolff dit qu'il faille sauver les vieillards aussi bien que les jeunes adolescents, c'est l'affirmation que tous les êtres humains ont une valeur égale. Et à la fois je suis d'accord avec lui,
à la fois j'entends son argument de dire c'est peut-être une des premières fois dans l'histoire de l'humanité que l'humanisme a gagné, parce qu'on a été prêt à individuellement sacrifier beaucoup de choses pour en sauver le plus grand nombre. Et en même temps, je peux pas m'empêcher de penser que effectivement, il y a eu un choix entre qu'est-ce qui est plus important entre la santé des vieilles personnes et le bon développement des jeunes. Et j'arrive pas à... Voilà, c'est pareil, c'est un débat philosophique. Je suis d'accord un peu avec les deux. J'ai du mal à complètement dénouer ce nœud dans ma tête. Mais ouais. C'est fou quand même. Quand on repense à cette période, quand même, c'était fou. Hein. C'est fou ce qui a pu se passer à ce moment-là. C'est fou hein, parce qu'il y avait vraiment des sujets philosophiques sur ce truc. Hein. Et c'est dommage, ils ont été un peu oubliés, mais bon là en l'occurrence pas dans Philosophie Magazine a priori, auquel j'étais pas abonné à l'époque. Ça m'aurait fait du bien de lire ces débats-là, parce que pour moi ça a été, quand j'y repense, ouais. Quelque part, j'ai très bien vécu le confinement en vérité, mais après, en fait, j'avais moi-même développé presque une espèce de peur de sortir, quoi. Et en fait, quand j'ai... mais en fait, c'était une peur que j'étais pas capable d'expliquer. C'était très diffus, très confus dans ma tête. Puis il s'est passé plein de choses à ce moment-là aussi, dans ma vie perso. Et ouais, c'était compliqué. Et en fait, je me rappelle qu'après, quand j'avais entendu André Comte-Sponville parler de ça, en fait, ça avait commencé à mettre des mots sur ce qui pouvait me faire peur et commencer à avoir une prise de conscience ou en tout cas une nouvelle hauteur sur tout ce qu'on pouvait voir et entendre autour de ce sujet-là. Et encore une fois, là, vous voyez à quel point la philosophie est importante, à quel point avoir des points de vue différents est important. Et peut-être, bon, je suis passé par le chemin par lequel je devais passer, mais peut-être que si j'avais été mis plus tôt en contact avec justement des postures philosophiques différentes autour de ce sujet-là, je parle pas des décisions, des complots qu'il y a pu avoir autour, des idées complotistes, tout ça, c'est pas du tout ça dont je parle, mais simplement de ce que ça représentait de faire un confinement, tu vois. Je pense que c'est ça qui m'a manqué dans mon développement à ce moment-là. Très intéressant ce sujet-là. Quelle ne fut pas ma surprise là de voir l'offre spéciale 20 ans au milieu du magazine. Je suis là en mode, attendez, si j'achetais tous les numéros que j'ai pas, qu'est-ce que je pourrais bien faire ? Putain, ça me ferait plaisir, mais en même temps, j'arriverai jamais à tout lire. Mais là, je vois les hors-séries Nietzsche sur l'antisystème, Pascal, l'homme face à l'infini. Ça me parle de fou. Le Foucault, le courage d'être soi. Machiavel, comment le pouvoir se prend, se garde ou se perd. Putain, c'est des trucs que j'ai envie de lire. L'art de ne rien faire. Ça aussi, ça me parle bien, ça. Ouais, il y a des petites... Peut-être, je sais pas, peut-être craquer. Ça me fait plaisir parce que du coup, il y a un article sur Peut-on fermer les yeux sur nos origines ? Et évidemment, est cité le grand Frantz Fanon. Et ça ne m'étonne pas. Et masque blanc, peau noire, masque blanc. Que je dise pas de bêtises, moi. Peau noire, masque blanc, exactement. Donc je suis content. Voilà, j'avais visé juste. Cet article sur le Peut-on fermer les yeux sur nos origines, il est réellement passionnant. C'est difficile de résumer tout, mais je vais du coup lire juste le commentaire de Norman Ajari sur Frantz Fanon. Et parce qu'en fait, il y a une phrase qui me marque, mais voilà quoi. Fanon met en pratique la formule de Sartre selon laquelle ce qui importe, ce n'est pas ce qu'on fait de nous, mais ce que nous faisons nous-mêmes de ce qu'on a fait de nous. Certes, le regard raciste du blanc crée le nègre, mais le noir peut transformer cette condition. Être noir dans un pays esclavagiste comme les États-Unis, être antillais ou algérien sous la domination du gouvernement français, on n'a pas le choix d'être algérien dans l'Algérie coloniale, mais on peut créer une manière d'habiter différemment la condition imposée. Impossible de dire « la question noire ne me concerne pas », car il n'y a rien de pire que d'être dans une pièce où on est le seul à ignorer que l'on est noir.
Tous les autres le savent bien et nous traitent comme tels. Fanon applique cette logique à la question du voile dans l'Algérie française. Le dévoilement fantasmé et imposé par le colon force les Algériennes à modifier la valeur qu'elles donnent à ce morceau de tissu. Même si elles ne lui accordaient auparavant aucune importance, sa signification devient tellement surinvestie par le pouvoir qu'il devient un symbole de rébellion. La lutte gagne ainsi tous les aspects de la vie quotidienne, au point que les individus eux-mêmes deviennent des champs de bataille. Putain, ouais, c'est fou quand même. Et il m'impressionne énormément, Fanon. À chaque fois, c'est ma mère qui me l'avait fait découvrir. Vous voyez, il m'a marqué à tel point que il est une des inspirations des intentions de mon livre, enfin de ma première trilogie, donc de 3 livres carrément. Et ce qui importe, ce n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce que nous faisons nous-mêmes de ce qu'on a fait de nous. C'est ce qui est incroyable dans cette phrase. Alors, c'est à quel point elle est responsabilisante. C'est-à-dire que oui, voilà, t'as pas choisi d'être X ou Y, mais en fait, finalement, ce que ça veut dire ou ce que ça peut vouloir dire ou ce qu'on aimerait que ça puisse vouloir dire, c'est à toi d'en faire ce que tu veux, quoi. Et en fait, c'est fou parce que c'est là que ça me gratte, c'est que c'est des sujets tellement sensibles que j'ai l'impression que parfois t'as presque pas le droit de dire ça, tu vois. Et en même temps, je veux dire, Fanon le disait, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je peux ne pas pouvoir oser le dire ? Je sais pas. Peut-être parce que j'ai du coup une posture, moi, de privilégié, donc c'est difficile de dire ça à quelqu'un. Il y a sûrement un peu de ça. Mais ça rejoint cette notion que j'abordais dans l'épisode, je sais plus, 122 du coup, entre responsabilisation et culpabilisation, et que le meilleur moteur pour faire bouger les gens, c'était justement une posture responsabilisante plutôt que culpabilisante. Et c'est sûr que quand tu te répètes ce qui importe, ce n'est pas ce qu'on fait de nous, mais ce que nous faisons nous-mêmes de ce qu'on a fait de nous, c'est extrêmement responsabilisant. Et c'est aussi très très porteur d'espoir, je trouve. C'est aussi très très porteur d'espoir. Parce que ça veut dire que les choses peuvent changer et que c'est toi qui as le pouvoir de les faire changer. C'est magnifique en vrai. C'est trop bien. Il est passionnant, ce Frantz Fanon. Il n'y a pas à dire. Il n'y a pas à dire. Il y a un sujet sur l'IA là, sur l'IA sera-t-elle notre animal de compagnie ? Et c'est trop passionnant en vrai. C'est trop passionnant, je trouve. Il y a cette question. Bon alors, il y a évidemment plein de questions derrière. Vous connaissez un peu mon avis sur l'IA. Je reste toujours partisan du fait qu'elle ne remplacera jamais le chemin qu'on décide de parcourir à la main. Comme pouvoir prendre le vélo ou la voiture n'a jamais remplacé la joie de parcourir le chemin d'entraînement d'un marathon. Là où c'était physique, ça va devenir mental. Donc ça va probablement demander un effort supplémentaire d'accepter par exemple d'écrire un livre tout seul sans demander à Claude ou ChatGPT de le faire. Ok. Et là, cette question de faire des machines non sachantes. Alors je vous lis le paragraphe. L'IA telle qu'elle est majoritairement développée aujourd'hui est avant tout une IA d'entreprise, calquée sur la recherche de rentabilité, l'extractivisme et la croissance financière. Elle reflète une vision dangereusement étroite de l'intelligence forgée par l'exceptionnalisme humain et la logique de domination. C'est très vrai et l'objectif est vraiment, c'est utilisé que pour, dans la très grande majorité des cas, améliorer la productivité. Et d'ailleurs, c'est ça qui est terrible quand on se met à l'utiliser, c'est que virtuellement, on abat plus de travail, mais en fait, on comble le vide de ce travail-là par d'autres travails. Donc en fait, on travaille encore plus. Et c'est assez fascinant de voir à quel point ça martèle notre crâne, quoi. Et donc, on en a une utilisation qui est purement productiviste, effectivement. Une autre voie est possible dès lors qu'on décorrèle la curiosité envers l'IA de certaines attentes concernant notre productivité. Bon bah voilà. Bridle plaide pour en faire des machines non sachantes, c'est-à-dire les configurer pour qu'elles acceptent davantage l'inconnaissable et l'imprévisible. Ça, ouais, putain, ça m'agace quand une IA, tu lui dis un truc, elle dit oui, tu as raison, et puis la phrase d'après, tu lui dis le contraire, elle dit oui, tu as raison. Bon, alors je grossis le trait, c'est pas tout à fait vrai comme ça que ça se passe. Elle peut avoir une posture challengeante, mais globalement, elle est très peu imprévisible, quelque part. Et elle est très peu imprévisible, quand même.
c'est-à-dire les configurer pour qu'elles acceptent davantage l'inconnaissable et l'imprévisible et s'inspirent d'intelligence non humaine pour évoluer dans le monde. Après tout, pourquoi ne pas mimer l'intelligence décentralisée des pieuvres ou les réseaux racines et de champignons sous nos pieds? Putain, mais ça serait alors ça par contre, ça serait tellement incroyable. Je me demande si je lui demandais là à Claude, tiens bah écoutez, on va le faire en direct. Alors je coupe le son parce que je vais taper sur le clavier, quoique je peux vous le laisser en vrai. Je vais lui demander en direct là, voilà. Je vais lui demander, je vais lui faire. Je lis un article sur le fait de sortir l'IA de sa posture simplement productiviste. Il est évoqué le fait de pouvoir s'inspirer de d'autres manières de réfléchir et donc de d'autres manières et donc de différentes intelligences plutôt. Différentes intelligences. Si je te demandais de mimer l'intelligence décentralisée d'une pieuvre ou les réseaux de racines sous nos pieds, serais-tu capable de le faire? Et la question sous-jacente derrière, c'est ou alors est-ce que la manière dont elle est créée, est-ce que c'est intrinsèquement impossible qu'elle puisse le faire? Bon, attendez, déjà, je vais lui poser cette question. Putain, je suis curieux en vrai. Je suis curieux de savoir ce qu'elle va me dire. En attendant, là, il y a un Adoptez-les tous, la SPA de l'IA. Donc, il y a le puceron, le chien, le poisson rouge, le ver de terre et la mule. Lequel? Franchement, je lis juste les titres, sans le texte en dessous. Il y a le puceron et la domestication inversée. Donc ça, c'est, j'imagine... Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, on passe beaucoup plus de temps à les réparer et à faire en sorte qu'elles fassent des trucs. Et en fait, on est leur parasite quelque part. On a comme une relation de codépendance presque à force, quoi. Ouais. Putain, il faudrait pas qu'on arrive dans un stade où si on n'a plus d'IA, on n'est plus capable de vivre, quoi. Ça serait assez terrible. Ok, le chien, le meilleur ami. La mule, corvéable à merci. Le ver de terre, un composteur algorithmique. Alors ça, c'est curieux, ça. Une multitude de petits programmes invisibles qui tournent en arrière-plan de nos ordinateurs avec des systèmes de modération. Putain, pour représenter, enfin pour copier le monde vivant qui est plein d'animaux que nous ignorons, mais qui travaillent pour rendre notre planète habitable. Putain, ce serait dingue ça. Mais en fait, ça le fait déjà un petit peu. Quand on leur demande de traiter une grande partie des datas, c'est pour faire un travail qu'on regarde même pas. Le compostage algorithmique. Ça, j'aime bien ça. Et ça, c'est une thématique de nouvelle science-fiction, dystopie, utopie, vous trouvez ça où vous voulez, mais c'est stylé. Et le poisson rouge, un miroir vide. Moi, franchement, je pense que si je devais... moi, c'est un peu... parfois, c'est un peu mon meilleur ami, quoi. Je crois que moi, je lui parle comme à un pote, en vrai de vrai. Je pense. C'est peut-être pour ça que l'utilisation est le plus agréable, parce que je le vois pas comme quelque chose de... Il voit pas une servitude. Je sais pas. C'est une très bonne question. Alors, sa réponse. Ok, elle est un peu longue. Je vais vous la lire quand même. Oui, mais il faut que je sois honnête sur ce que ça veut dire, parce qu'il y a deux niveaux très différents derrière ta question, et c'est justement là que ça devient intéressant. Le premier niveau, le plus facile, c'est l'imitation esthétique. Écrire d'une manière qui ressemble à de la pensée décentralisée. Texte fragmenté, plusieurs voix, pas de fil conducteur, des idées qui poussent en parallèle. Ça, c'est du costume. Je peux le faire très bien, mais ça reste un effet de surface. Ok. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure en disant, bon bah finalement, elle a été conçue dans une logique productiviste et donc humaine, et donc oui, elle peut porter n'importe lequel des masques, mais finalement, ça reste qu'un masque. Le second niveau, beaucoup plus réel, c'est de changer la structure de la méthode. Pas l'apparence du résultat, mais la manière dont j'arrive au résultat. Et là, je touche mes vraies limites, puisqu'elles sont même éclairantes. Une pieuvre, c'est environ 2/3 de ses neurones dans les bras. Chaque bras goûte, touche, résout localement sans demander la permission au centre. Le cerveau ne micro-gère pas. Les racines et les réseaux mycorhiziens, c'est encore plus radical. Aucun centre du tout. Putain, c'est dingue. En vrai, les possibilités créatives, c'est un truc, j'avais jamais pensé à faire ça. Mais c'est exceptionnel. C'est encore plus radical, aucun centre du tout. De la signalisation lente, de la redondance, du partage des ressources, un comportement collectif qui émerge sans personne aux commandes. Moi, architecturalement, je suis l'inverse de ça. Je suis un point qui parle. Je ne peux pas vraiment faire tourner 8 bras autonomes en parallèle dans une seule réponse. Mais je peux m'imposer la discipline d'une intelligence décentralisée.
C'est un peu la logique avec l'utilisation de multi-agents qu'il envoie comme ça. Laisser plusieurs bras générer leurs trouvailles localement sans que je sache encore où ça va. Refuser la synthèse prématurée. Résister à l'envie de tout ramener à une thèse. Laisser les choses rester plurielles. Travailler sans plan maître. Ne pas décider de la conclusion avant d'avoir tâté le terrain, pardon. Oula, lapsus, rater le terrain. Est-ce que du coup ça serait un échec par essence? Faire émerger le sens après coup, en regardant ce qui a poussé plutôt que de le décréter au départ. C'est moins une imitation qu'une contrainte volontaire. Ok, il dit, le truc honnête, c'est que la valeur n'est sans doute pas dans le fait que je devienne une preuve, elle est dans ce que la contrainte fait surgir. En m'interdisant de centraliser, j'explore des chemins que ma logique convergente aurait coupés trop tôt. Et c'est assez passionnant en vrai. Et voilà, c'est mon côté geek qui parle. Là, c'est bon. Là, il y a un truc, j'ai envie de tester des trucs. Je me dis, mais imagine. Là vraiment, j'ai des idées là. Je t'ai dit... Putain, c'est un truc de dingue. Alors des idées d'utilisation évidemment parce que ça pourrait être rigolo, mais surtout j'avais jamais pensé à cette intelligence des pieuvres qui ont du coup une partie de leurs neurones dans les bras là, comme c'est expliqué là. Alors ça, il faudrait que je fact-check du coup parce que j'en ai aucune idée. Je vous dis ça comme ça, j'ai pas vérifié. Mais j'avais jamais pensé. Imaginez, absolument hypothétique. Demain, il y a un accident nucléaire et je suis à côté d'une pieuvre. Je deviens pieuvreman ou l'homme pieuvre. L'homme pieuvre, c'est un petit peu plus stylé. Imaginez, je suis l'homme pieuvre. Comment du coup mon intelligence se passe, tu vois? Est-ce que chacun de mes bras a une personnalité? Premier degré, j'ai envie d'écrire les aventures de l'homme pieuvre là. Ça existe ou pas? Attendez, je vais taper homme pieuvre sur internet. Homme pieuvre. Qu'est-ce qu'on trouve? Le mystère de l'homme pieuvre. L'homme poulpe. Un réalisateur fou commence le tournage d'un film sur un homme, sur un mi-homme, mi-pieuvre. Oula. Ok. Je tombe sur un débat. Attendez. Alors déjà, l'homme poulpe. Donc c'est un film sur Prime Video. Ok, je vais pas louer ce truc-là. Comédie horreur, ça m'aurait étonné. Tiens, dis donc. Je peux pas avoir un peu de détails sur ce film, s'il vous plaît? Je serais à ça. J'aimerais trop regarder la bande-annonce là. Par contre, il est très mal noté, sans vouloir. Et ça a pas l'air ouf. Pas vous mentir. Par contre, je suis tombé sur aussi un article Reddit. L'homme transformé en octopus contre octopus transformé en homme. Voilà. À votre avis, qui gagne? Est-ce que le question de l'intelligence, est-ce que ça te donne un avantage d'avoir de l'intelligence dans tes bras? Il y a trop de questions là, trop de questions sans réponse. Allez, je replonge dans l'article, je vous laisse avec ce sujet de l'homme pieuvre là. Putain, attendez, il faut que je me reconcentre parce que là c'est quand même assez incroyable tout ça. Ok, l'autre article là, c'est peut-on vivre sans croire? Alors, j'ai pas lu, mais quelque part, moi j'ai envie de me dire, je pense que tant qu'on vit, on croit. Ah, j'ai envie de dire ça moi. Mais croire en quoi? Croire en qui? Croire en soi et pour croire dans le monde. Est-ce que quand on creuse, on trouve pas forcément des choses dans lesquelles on croit? Quand on dit croire, tout de suite on pense à la religion, mais il y a plein de gens non croyants, mais ils croient quand même à quelque chose. Après, ça peut être croire en mère nature par exemple, croire à certaines forces ou pas, croire en soi, croire en un système de valeurs, croire en plein de choses. Je pense que quand on creuse, on a forcément des clés sur ce en quoi on croit. Voilà, la croyance ne porte pas que sur des objets religieux, il convient de distinguer croire en et croire à. Je suis tout à fait d'accord. Pierce répond par la négative à la question. Ouais, on est d'accord. Voilà, et les croyances propres à un homme sont bien souvent ce qu'il y a en lui de plus intéressant et de plus précieux. Je suis totalement d'accord parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a toutes les croyances qu'on porte et qui révèlent notre unicité. C'est un peu comme une espèce d'arborescence, quand on tire tous les fils, on se remarque qu'on croit en plein de choses et c'est tellement vaste et tellement aléatoire que c'est quasiment, on parlait de probabilité tout à l'heure, c'est impossible de trouver une combinaison similaire. Toutes les expériences qu'on a vécues, tout l'impact qu'a l'inconscient collectif sur notre vie et la manière dont on l'exploite fait qu'on cultive une unicité qu'on est les seuls à pouvoir cultiver. Donc, la nature même de notre unicité fait que tant qu'on vit, on croit, je pense. Ah, je le fais en mode speedrun parce que... Oh putain, j'ai plus de batterie. Attendez. Je suis là, moi je parle, et puis j'ai ma caméra qui a plus de batterie, mais en même temps je parle, je fais que parler. Ok, article sur le fascisme qui redevient sexy. Bon, ça, je le trouve pas très sexy moi personnellement, et je suis assez d'accord que c'est des sujets qui sont inquiétants, mais je vais sauter cet article. Pourquoi nous ne regardons plus de la même manière les paysages de la Terre? Oh, c'est Alexandre Lacroix qui l'a écrit en plus. Merde, j'ai très envie de le lire du coup. Ok, alors attendez, qu'est-ce que je fais? Parce que là, il va falloir que j'y aille, il est 16h. Aïe. Ok, je vous partage rapidement ce que je pense de la manière de voir des paysages de la Terre. Je
Je pense qu'effectivement, on s'en éloigne énormément. Voilà. Les réseaux sociaux, les écrans, les séries, la perpétuelle connexion, l'impossibilité de s'autoriser à rien faire, l'incapacité d'être oisif, d'être passif, etc., fait qu'on ne se tourne même plus vers l'extérieur. Et moi, j'ai un sentiment assez fou à chaque fois que je me retrouve devant l'immensité d'une montagne, d'une mer ou d'un ciel étoilé, j'ai l'impression que le temps a plus d'emprise. Il y a quelque chose de très apaisant à voir l'immensité de la nature. Et en fait, je pense que la nature a un côté très régulateur sur qui on est. Et que c'est important d'aller quelque part se confronter à la nature, de voir la nature, de s'intéresser à la nature. Et vous voyez l'exemple de regarder comment fonctionne l'intelligence d'une pieuvre, c'est déjà ça. On est déjà dans la curiosité de la nature et tout de suite ça ouvre un champ des possibles qui est délirant. Et vous n'avez pas idée de ce qui peut se passer juste en fixant une montagne en fait. Ça paraît débile mais c'est incroyable. En plus il utilise le mot d'inflexion, putain c'est incroyable. Bon, en fait, j'ai pas pu m'empêcher de lire. Il est trop passionnant. Alexandre, je t'aime, sache-le. Et c'est fou. Je suis obligé de vous le lire parce que ça me parle énormément. Ok, donc jugement déterminant, jugement réfléchissant. Tac. Donc, le déterminant, c'est globalement celui qui se rabat sur des concepts universels. Tu vois une perruche, tu dis c'est un oiseau, très bien. Le jugement réfléchissant, c'est de dire ok, le paysage, il est beau. J'émets un jugement, mais celui-ci n'est fondé sur aucune connaissance. Il n'est pas non plus démontrable. Suis-je en train de raconter n'importe quoi ? Non, mon jugement se rapporte à une finalité dont j'ai l'intuition, sans en maîtriser la définition. C'est incroyable. Je vois le paysage et j'ai l'intuition d'un concept sans contenu, la beauté auquel je le rapporte. Cette admiration écriquante élargit l'esprit en le rendant capable en quelque sorte de pressentir encore au-delà des représentations sensibles quelque chose où peut se trouver, bien que nous n'en ayons pas la connaissance, le fondement ultime de cet accord. Ou encore, il est évident que ce n'est pas là un principe pour la faculté de juger déterminante, mais seulement pour la faculté de juger réfléchissante, qu'il est régulateur et non pas constitutif et que nous obtenons par là uniquement un fil directeur. Un fil, fin de citation de Kant, un fil qui nous mène à Dieu et à la fin ultime de toute chose, à l'essentiel, à l'énigme de l'univers et de la vie, appelons cela comme on le voudra. Dans le jugement réfléchissant, ma conscience s'ouvre à un inconnaissable, quelque chose se délie et s'ouvre en moi, c'est pourquoi l'émerveillement n'est pas juste une émotion agréable, mais une expérience authentiquement métaphysique. C'est exactement ce qui se passe quand tu regardes une montagne, voilà, ou n'importe quel truc naturel. À l'heure de la crise écologique, ma crainte est que nous ne soyons plus capables ou seulement de moins en moins d'émettre ce type de jugement réfléchissant. Parce que nous voyons partout des atteintes faites aux écosystèmes terrestres, nous émettons des jugements déterminants là-dessus. Nous rapportons les séquences de pluie intense au dérèglement climatique, donc aux émissions de gaz à effet de serre et aux énergies fossiles. Nous rapportons l'absence de papillons et d'insectes pollinisateurs, au glyphosate et Nous rapportons la luminosité du ciel nocturne aux éclairages urbains et aux satellites Starlink. Et bien sûr, il y a des solutions politiques à rechercher, un changement de trajectoire à envisager pour la civilisation industrielle. Mais en deçà de ces solutions pratiques, qui seront mises en œuvre ou non par les contraintes ou non, à cet égard, le blocage du détroit d'Ormuz pourrait accélérer la bascule vers les véhicules électriques. Ce que je voudrais pointer ici, c'est un autre manque ou un autre vertige. Une humanité amputée de son jugement réfléchissant, c'est une humanité qui n'entre plus jamais en contact avec le suprasensible, ou pour le dire dans des termes moins mystiques, qui ne peut plus s'ouvrir à une interrogation fondamentale qui dépasserait le règne des fins et des moyens ordinaires. C'est en somme une condition humaine aplatie. Drop the mic et c'est parti, je m'en vais. Je rigole bien évidemment, mais c'est incroyable, incroyable. Je vais aller lire ce qu'il a écrit du coup, Alexandre Lacroix, là ils mettent Au cœur de la nature blessée. À Larry Édition. Je vais aller voir si je dois pas les avoir sur Insta, je pense. À Larry Editech. Incroyable. Ok, très bien. Où est passé le plaisir? Bon, ok, je garde cet article pour un autre jour. Un autre monde est-il encore possible? On a vu que c'était la question de 2006, donc la réponse est bien évidemment oui. Voilà, ok, voilà, je voulais faire le dernier truc, les 20 livres de nos 20 ans. Je suis obligé de faire ça, je vais probablement pas connaître la moitié des livres, mais écoutez, c'est pas grave, c'est le moment de découvrir et c'est incroyable. Alors, ok, 2006, après la finitude, je ne connais pas. Je vais regarder plutôt, parce qu'en fait, il y en a que je connais mais que j'ai jamais lu. Je vais regarder ceux qui me marquent. Et vous savez ce qui est... Ok, j'ai l'impression que je vais pas en avoir lu beaucoup. Ah, celui-là, L'opportunité de vivre de Sponville, si effectivement je l'ai lu. Ok, vous savez quoi? En fait, ce qui est impressionnant dans tous ces livres, parce que du coup, c'est difficile pour moi de vous en parler parce que je les ai pas lus, en fait. Déjà, je remarque qu'il y a énormément de livres
que j'ai pas lu. C'est plutôt une bonne nouvelle. J'ai encore tant de choses à apprendre. C'est incroyable. Ensuite, ce qui me touche, c'est que si ces livres ont été sélectionnés pour être tu vois, genre comme étant un espèce de point d'inflexion de l'année, ça veut dire qu'ils portent quelque chose qui est probablement très important, tu vois. Et du coup, ça donne encore plus envie de les découvrir. Ok, je m'arrête sur celui qui me donne le plus envie de lire. Et je lis son truc. Bah écoutez, en fait là assez naturellement je suis attiré, je sais pas pourquoi, pour la couverture de Les Transformations Silencieuses, alors qui est écrit pour tous, de François Julien. C'est un essai, ça m'étonne pas, j'adore. Bon, je vous lis juste le texte, comme ça je conclurai là-dessus. Penseur de la décoïncidence, François Julien tisse au fil de ses ouvrages un dialogue fécond entre la philosophie européenne et celle de l'Empire du Milieu. J'entends pas le Mordor. Trop souvent relégué sous nos latitudes au rang de sagesse vague. Cet essai s'inscrit dans cette veine. On ne se sent pas vieillir, affirme l'auteur. Pourtant, un beau jour, en regardant une ancienne photo, on réalise combien le temps a passé. Le résultat d'un film devenir accumulé nous saute aux yeux. La vieillesse appartient à ces transformations silencieuses, continues mais imperceptibles qui tissent pour François Julien la trame du réel. Notre tradition philosophique, héritière de la Grèce, a le plus grand mal à penser ces phénomènes à bas bruit. Focalisée sur l'être, la forme bien délimitée, les événements circonscrits, elle manque le processus, la maturation, la fluidité de la vie. J'adore cette thématique, la fluidité de la vie. Il en va tout autrement à l'autre bout du monde en Chine, où le flux est premier. En découle une pensée de l'action bien différente du volontarisme. Pas question de plaquer sur le réel nos projets, d'imposer aux choses nos plans rigides. L'essentiel, dit Lao Tse, est d'induire, d'aider ce qui vient tout seul. Ça, c'est tellement dans le lâcher prise, et tellement dans se faire confiance, et tellement dans la confiance en notre capacité à infléchir ce qui nous est amené, tu vois. Et donc cette responsabilisation de dire ok, voilà les cartes avec lesquelles je me retrouve, mais maintenant qu'est-ce que j'en fais? En s'appuyant sur la situation, ça pointe ses potentiels. L'approche de Julien, qui entend faire bouger nos catégories ossifiées, est mobilisable en stratégie, en politique, en économie. Pas étonnant qu'elle ait fait des émules. Magnifique. Eh bien écoutez, je vous laisse sur ça. Je suis très content d'avoir découvert ce 200e numéro. Ça m'a énergisé de penser à l'intelligence de la pieuvre. Et sur ce, des bisous, c'était Ibélion, hein. À plus.